Que s'est-il passé entre Israël et le Liban? Israël a annoncé qu'il allait frapper la ville qu'ils appellent Dahia, dans le sud de Beyrouth, et ils ont demandé à toute la population d'évacuer la zone. Ensuite, il y a eu la réponse iranienne, annonçant la même chose pour le nord d'Israël. Si Israël attaque Dahia, ils feront de même dans le nord du pays. Quand on parle de ce type de soutien entre l'Iran et le Hezbollah, et du Hezbollah vers l'Iran, beaucoup de gens se demandent ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que cet axe de la résistance? On sait que vous avez écrit un livre en 2009, intitulé « Résistance ». L'essence de la révolution islamique. Alors, décrivez-la nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la résistance? Quelle est l'essence de la révolution iranienne? Quel est l'état d'esprit de cette révolution? Mais, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Iran et sur ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, il y a ce livre. Il date de 2009. Alastair l'a écrit en 2009, mais tout ce qu'il y dit reste valable aujourd'hui. Et vous pouvez le retrouver là-dedans. Et puis il y a aussi cet article, le nouveau texte que vous avez publié sur votre Substack, intitulé « L'Iran saisit sa chance avec la guerre ». Vous parlez de la manière dont l'Iran réagit face à Israël. Alors où en est-on aujourd'hui dans cette situation entre l'Iran, Israël et le Hezbollah? Eh bien, il y a eu un changement important dans la façon de penser en Israël. Je veux dire, pas seulement à propos du Liban, mais d'abord, on est passé à une nouvelle doctrine de sécurité. Et puis, on est aussi passé à une nouvelle compréhension de ce qu'on appelle le Grand Israël. Pour certains, pas pour tous, le Grand Israël devrait être un projet messianique, un projet qui vise, par la force des armes, à réaliser ce Grand Israël afin de rendre la rédemption possible, concrète. Parce que, selon cette tendance en Israël, c'est une étape préalable à la rédemption et à l'arrivée d'un nouveau Messie. Mais sur le plan sécuritaire, les choses ont changé de façon spectaculaire avec l'adoption de l'idée d'une sécurité permanente. Ils se sont donc éloignés de l'ancienne doctrine de sécurité, celle qui existait, si l'on veut, depuis la fondation d'Israël. À cette époque, le Premier ministre avait dit très clairement « Nous sommes un petit pays avec une petite population et des ressources limitées. Nous devons rester dans nos frontières et nous avons une armée professionnelle. Mais nous devons aussi beaucoup compter sur les réservistes pour compléter les effectifs si nécessaire. » C'était aussi une vision très clausewitzienne, dans le sens où la guerre n'était pas une fin en soi. C'est un moyen d'atteindre des objectifs politiques, des solutions politiques, des accords politiques. Et tout cela chez Ben Gourion a été complètement renversé pendant cette période, en grande partie à cause du 7 octobre. Les Israéliens ont évolué vers l'idée que ce qui s'est passé ce jour-là était, selon eux, un holocauste contre eux. Ce n'en était pas un, mais c'est ainsi qu'ils le perçoivent. Et c'est quelque chose qui s'est profondément ancré dans la conscience israélienne, je dirais. L'idée que c'était un holocauste. Pas holocauste, mais un autre holocauste. Et cela a conduit à penser que par conséquent, l'holocauste n'est pas terminé. Que le 7 octobre montre qu'Israël se trouve toujours au seuil d'un holocauste. Qu'un autre holocauste est inévitable, qu'il viendra. Que l'holocauste n'est pas un événement du passé, mais un événement du présent, à notre porte. Et pour y faire face, il faut aller à la racine. Alors il y a une histoire derrière cette idée de sécurité permanente. Elle remonte en fait à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée de sécurité permanente, d'aller à la racine, c'était qu'on ne pouvait pas permettre à une population hostile de rester, ni à ses enfants de grandir et de devenir hostiles à leur tour. D'abord, on a pensé tout ça dans la logique du Reich millénaire. Et dans cette logique,
il n'était pas question de tolérer, disons, la moindre contestation ou la moindre hostilité envers ce Reich. C'est de là qu'est venue, en quelque sorte, l'idée, et c'est pour ça qu'on comprend aujourd'hui la doctrine qui se cache derrière cette idée selon laquelle il n'y aurait pas d'innocents à Gaza. Les enfants deviennent des cibles, les femmes aussi, parce qu'on veut aller à la racine du problème. Et ça veut dire en réalité la fin des Palestiniens comme force capable un jour de représenter une menace pour Israël. Maintenant, soyons clairs, parce que c'est important de bien le comprendre. Il y a, au sein même de l'armée israélienne, pas mal de résistance à cette approche. Nous suivons de très près la presse israélienne en hébreu et des Israéliens sérieux disent franchement que tout ça est absurde. Nous sommes empêtrés dans cette guerre pour des objectifs qui ne sont pas clairs. Nous n'avons pas les ressources pour ça et nous sommes en train de perdre ces guerres. Peut-être qu'il est temps de revenir à la doctrine de Ben Gourion selon laquelle Israël doit rester à l'intérieur de ses frontières. Mais bien sûr, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout cela est présenté autrement. On dit que le danger, c'est que cette doctrine militaire de sécurité permanente, née après le 7 octobre, s'est en fait mêlée à une vision messianique selon laquelle il faudrait s'emparer de tout le territoire du Grand Israël, parce que cela rapprocherait la rédemption. En fait, ce qu'ils disent, sans le dire ouvertement, c'est qu'il faut repenser tout le concept du sionisme. C'est ça que ça veut dire quand on parle de revenir à Ben Gourion, de s'éloigner de cette vision messianique et de cette idée de sécurité permanente. Israël ne peut pas continuer comme ça. Le pays est bloqué. Il est dans une impasse avec l'Iran et une impasse dans toutes ces autres guerres qu'ils ont provoquées et alimentées en ce moment. Je sais que c'est une explication un peu longue, désolé, mais c'est important de comprendre le contexte. C'est ça le fond de ce qui se passe aujourd'hui au Liban. C'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que vous savez, quand on parle de cessez-le-feu et tout ça, beaucoup ne comprennent pas que la sécurité permanente exclut qu'un Hezbollah armé continue d'exister juste à côté des villes du Nord. Ces villes du Nord, celles qui sont proches de la frontière avec le Liban, mais qui s'étendent jusqu'à la Galilée. Et on dit, vous savez, selon cette nouvelle doctrine, qui n'est pas seulement militaire, mais qui a été largement intégrée par les Israéliens en général, la sécurité permanente, dans son principe même, ne peut pas accepter l'idée d'un Hezbollah armé installé dans le sud du Liban. C'est de là qu'a commencé tout ce processus. So this was the start of this whole process. They've been trying to do it first of all by Ils ont essayé de le faire, d'abord en impliquant une partie, pas tout le gouvernement, mais une partie du gouvernement libanais, en particulier les groupes chrétiens, les maronites et certains groupes sunnites, pour qu'ils acceptent de s'occuper de désarmer le Hezbollah, de lui retirer ses armes et tout le reste. Mais il est vite apparu, assez clairement, que c'était impossible. Le gouvernement libanais n'était pas en position de le faire, même s'il en avait la volonté politique, ce qui était le cas de certains. Il n'allait tout simplement pas pouvoir désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah fait partie du gouvernement, et plus largement, il fait partie du tissu même de l'État. Mais le gouvernement libanais essaie de changer ça, en disant non. En fait, l'État que nous voulons représenter, c'est l'ancien Liban, celui qui a été fondé par les Français comme une enclave chrétienne, à l'époque largement chrétienne. C'était avant que le pays ne devienne le Grand Liban, qui incluait tout le sud et bien sûr le Hezbollah. Mais c'est la Constitution, c'est comme ça. Même s'ils aimeraient revenir à cette époque, à ces premiers jours où ce n'était qu'une petite enclave chrétienne, ce n'est plus le cas. Et le Hezbollah n'acceptera jamais cette vision. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dit non, nous n'allons pas désarmer le Hezbollah,
nous n'allons pas le combattre ni le détruire politiquement, alors Israël a répondu, très bien, on va le faire nous-mêmes. Et on dit qu'on va prendre le sud du Liban pour en faire un État tampon. Mais ce n'est pas un État tampon qu'ils sont en train de créer. Ils sont en train de créer un désert. Je veux dire, vraiment, c'est une guerre d'usure qui transforme tout en désert. Ils rasent tout. Il ne reste même plus un arbre par endroit. Et dans ce processus, ils tuent massivement des civils. Et puis, la menace de Dahiya, elle a une histoire. Je m'en souviens bien parce que j'étais au Liban en 2006. Alors, je me trompe peut-être de général, mais je crois que c'était Eisenkot qui parlait déjà, à l'époque, de la solution Dahiya. Et il disait en gros que la solution Dahiya, c'était de raser Dahiya. Pour ceux qui nous écoutent, Dahiya, c'est un grand quartier du sud de Beyrouth. Ce n'est pas un campement du Hezbollah, c'est un quartier ordinaire de la capitale. Oui, il y a beaucoup de membres du Hezbollah qui vivent là-bas, et aussi des chiites, mais ça reste juste une partie de Beyrouth. Et elle a été très durement détruite. Beaucoup d'immeubles d'habitation ont été rasés en 2006. Mais voilà, ils veulent refaire la même chose, et même détruire encore davantage. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la présence de commandants du Hezbollah. Bien sûr qu'ils ne sont pas là, tout le monde connaît la menace. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà évacué. Non, c'est une punition. Ils veulent punir le Hezbollah, et ils pensent qu'en punissant suffisamment les civils libanais, ceux-ci finiront par se retourner contre le Hezbollah. C'est un vieux refrain d'Israël. Vous savez, il suffit de rendre la situation tellement insupportable que les gens chasseront tous les terroristes et qu'ensuite tout ira bien. Voilà, c'est le contexte. C'est ça en fait qui s'est passé. Et vous savez, l'Iran a réaffirmé quelque chose qui figurait déjà dans l'accord de cessez-le-feu, depuis les discussions d'Islamabad. Vous savez, c'est un cessez-le-feu pour tout le monde ou pour personne. Et donc l'Iran a dit dès le départ, il faut que ce soit un cessez-le-feu pour tous les éléments de la résistance à Israël. Au Yémen, au Liban, même à Gaza et dans la zone verte. C'est ce qui a été proclamé. Et comme Nasrallah l'a dit très clairement, l'Iran l'a aussi dit très clairement. D'accord, mais si vous commencez à attaquer Dahiya, je veux dire déjà au Liban, je crois qu'environ 3000 personnes sont mortes et 1 million ont été déplacées par ces attaques incessantes. Tsahal est toujours au Liban, dans le sud. Les forces sont là. Ce qui rend la situation particulièrement difficile, du point de vue israélien et américain, c'est que le Hezbollah résiste, et résiste vraiment avec force, face aux forces de Tsahal à l'intérieur du Liban, depuis qu'elles ont envahi le pays et commencé à détruire des maisons. Elles ont été attaquées, et le Hezbollah dispose maintenant de nouveaux drones, des drones reliés par fibre, qu'ils utilisent pour frapper des cibles militaires dans les villes du nord d'Israël. En fait, ils sont en train de créer une zone tampon en Israël, en réponse à la tentative d'Israël d'en établir une dans le sud du Liban. Et cela cause beaucoup de pertes, vraiment beaucoup. Il n'y a pas de chiffre officiel, tout est censuré. Mais on parle probablement de 8 à 10 victimes par jour, pas toutes tuées, mais 8 à 10 quand même. Autrement dit, ils perdent beaucoup de soldats, et cela semble devenu intolérable pour l'opinion publique en Israël. Et donc, quand Netanyahou, après l'appel téléphonique de Trump, a dit « D'accord, nous n'attaquerons pas Dahiya, nous n'attaquerons pas Beyrouth », il y a eu un véritable raz-de-marée de protestations en Israël contre lui pour avoir dit ça, pour avoir simplement suggéré qu'Israël n'allait plus ou n'allait pas être autorisé à attaquer le Hezbollah au Liban. C'est ce qu'ils appellent la sécurité permanente. C'est un changement profond qui s'est opéré ces dernières années, en s'éloignant des anciennes notions de sécurité plutôt classiques
pour aller vers cette idée de sécurité permanente, à la racine même, qu'aucune menace ne peut être tolérée, qu'elle ne doit tout simplement pas exister. Et donc, il y a eu une énorme réaction. Et je pense que ça ne va pas disparaître. Les conséquences vont continuer à se faire sentir. Il n'y a aucune chance qu'Israël fasse marche arrière. Alors, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'ils ont rencontré certains membres du gouvernement libanais, ceux qui sont favorables à Israël ou qui l'étaient, et hostiles au Hezbollah. Ils ont eu une réunion et ont dit « Bon, d'accord, faisons un cessez-le-feu, et vous acceptez que le Hezbollah devra être éradiqué. » Et là, le gouvernement répond « Non, on ne peut pas. On pourra peut-être créer quelques zones où le Hezbollah ne sera pas présent, mais on ne peut pas aller plus loin. » Et de toute façon, le Hezbollah dit « Laissez tomber. Nous ne sommes pas d'accord avec le cessez-le-feu négocié à Washington entre Aoun et les autres. » Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est un enjeu majeur dans tout ce qui concerne la suite des relations entre les États-Unis, l'Iran, Israël et les États-Unis.